Bienvenue à tous, bienvenue à ce premier Zoom sur organisé par le campus des métiers et des qualifications d'excellence patrimoine, métiers d'art et tourisme. Comme certains vous savent déjà, le campus d'excellence est un réseau régional qui rassemble autour des métiers d'art, des patrimoines et du tourisme, les acteurs de la formation, les acteurs économiques et les institutionnels pour apporter une réponse adaptée, concrète et rapide aux mutations des métiers dans ces filières. Le webinaire d'aujourd'hui se veut être un lieu d'échange et de construction pour répondre aux nouveaux enjeux qui se dessinent pour les filières de l'art de vivre et du savoir-faire en Centre-Val de Loire. Je remercie l'ensemble des intervenants pour avoir accepté de croiser leur regard sur la question des stages et la professionnalisation des apprenants à l'épreuve de la crise sanitaire. Le débat d'environ 1 heure sera suivi de 30 minutes d'échange avec le public. Nous vous remercions de garder votre micro et caméra éteints durant la présentation des intervenants et vous invitons à poser vos questions à l'aide du chat ou bien en levant la main avec l'option qui se trouve en haut de votre écran. Charlotte Fuchs, chef de projet du campus, assurera la modération de ces échanges. Je laisse maintenant la parole à Laurent Neveu, qui est conseiller éducation économie à l'Académie Orléans-Tours, mais qui coordonne également un nouveau projet de campus en Centre-Val de Loire sur la transformation numérique et qui nous fait la gentillesse aussi d'assurer l'animation des échanges d'aujourd'hui. Merci Laurent, je te laisse donc la parole pour entrer dans le vif de ce webinaire. Merci Livia, bonjour à tous, bienvenue dans ce premier webinaire du campus PatMat. Premier intervenant, Dominique Dombal, inspecteur de l'éducation nationale, enseignement technique sur les spécialités sciences et techniques industrielles. Dominique, on entend beaucoup parler des stages en ce moment, notamment avec un appel à la mobilisation lancé par l'Académie d'Orléans-Tours, la préfecture de région et le Conseil régional Centre-Val de Loire. Pouvez-vous nous rappeler le cadre des PFMP, les périodes de formation en milieu professionnel, faire un petit point sur la situation dans l'académie et les mesures qui ont été mises en place au niveau national. Dominique. Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue sur ce webinaire. Donc les PFMP, donc les périodes de formation en milieu professionnel, là, comme vous le savez, ce sont avant tout des temps de formation. On parle de co-formation ou d'alternance pédagogique. Donc il y a une continuité pédagogique entre la formation qui est faite en établissement et en entreprise. Et donc, dans certains diplômes, ça revêt un caractère important parce que, par exemple, sur un CAP ou un bac pro, le temps en entreprise correspond à un tiers du temps passé sur la partie enseignement professionnel. Donc, c'est loin d'être négligeable à être pris en compte et ça intervient même de plus en plus dans la certification des jeunes pour certaines épreuves. Les compétences qui sont développées en entreprise sont validées et certifiées sur certaines épreuves qui comptent pour la délivrance de tel ou tel diplôme. Donc ça a un caractère très important dans cette formation-là. Donc, au regard du contexte sanitaire, il a fallu adapter tout cela. Donc, des décrets ont été modifiés. Donc, le fameux décret qui régit la durée légale de période en entreprise a été modifié. Ils ont réduit, les ministères ont réduit les seuils diplôme par diplôme. Donc, je vais prendre par exemple pour le bac professionnel. On est passé de 22 semaines réglementaires à 10 semaines minimum à valider pour pouvoir obtenir la délivrance du diplôme. Donc, en parallèle de ça, il y a aussi eu d'autres dispositifs de mise en œuvre pour permettre de valider ces temps-là. Je prends par exemple la possibilité de prendre en compte des projets qui ont été réalisés en établissement, qui sont comptabilisés comme des temps en entreprise. Je prends par exemple pour la filière hôtellerie-restauration, j'ai eu écho d'activités mises en œuvre avec les restaurants du cœur. Et donc tout ça, ça a été valorisé et pris en compte pour valider le temps de formation en entreprise. Au niveau académique, pour avoir travaillé avec l'ensemble des directeurs délégués aux formations dans l'académie,
je tiens à les remercier avant tout parce qu'ils ont fait preuve d'ingéniosité et d'adaptation, parce qu'il a fallu trouver une solution à chaque jeune, pour reprendre un peu l'appellation du ministère du Travail, un jeune, une solution. Je tiens à remercier les DDF pour leur ingéniosité, leur temps consacré à trouver, et à aménager, à concevoir de nouvelles ingénieries pédagogiques pour permettre la délivrance des diplômes. Par exemple, certains établissements, plutôt que de faire partir la classe dans sa globalité en entreprise, ils ont choisi de scinder en 2 ou en 3 groupes pour faire partir en vagues successives des jeunes. Il y a eu plein de belles pratiques mises en œuvre, mais je suppose que Giovanni va intervenir tout à l'heure et pourra expliciter ce qu'il a déployé dans son établissement. Donc, malheureusement, à l'heure actuelle, ça ne suffit pas tout à fait. On a encore quelques jeunes qui n'ont pas validé le nombre de semaines requises. En dernières enquêtes, c'est moins d'1% au niveau national, et au niveau académique, c'est à peu près pareil. Pour sonder les directeurs délégués aux formations, dernièrement, on est à moins d'1% d'élèves qui sont en situation d'échec actuellement. Et pour votre information, moi je travaillais sur une de mes filières, les métiers de la mode, justement, avec un établissement où il y avait 2-3 situations qui restaient encore à résoudre pour permettre de ne pas pénaliser le jeune dans sa formation. Micro, Laurent? Voilà, oui, excusez-moi. Vous voulez ajouter quelque chose en parallèle, Dominique? Oui, juste à préciser aussi que je tiens à saluer aussi ce qui est développé au niveau régional via la plateforme IEPS compagnie, qui permet de mettre en avant, de promouvoir les offres de stage qui sont proposées au niveau régional aussi, comme le dispositif Un jeune, une solution au niveau national. Il y a la même déclinaison au niveau régional et académique, donc on ne peut que se féliciter pour mettre en avant toutes les possibilités de stage, parce qu'il y en a. Donc on ne peut qu'engager à utiliser cette plateforme pour offrir à nos jeunes des solutions de stage en cette fin d'année. Tout à fait. Voilà. Merci Dominique. Sabine Ferrand, en tant que présidente de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie Centre-Val de Loire, mais aussi chef d'entreprise, en cette période difficile et compliquée pour la voie professionnelle, quels sont les enjeux pour les entreprises? Pensez-vous que la situation actuelle que l'on connaît aura un impact sur la transmission des compétences et les futurs recrutements? Quel est votre avis en tant que vous, chef d'entreprise? Sabine? Alors oui, concernant, oui, bien évidemment, la situation de ces 2 ans, enfin de ces 2 sessions de jeunes qui viennent qui viennent de tomber pendant cette crise sanitaire est handicapante, et pour eux et pour nous. Par le manque de stages dans nos entreprises, même si bien évidemment des stages connexes, plein de choses ont été faites, mais notre geste métier, le geste métier que vous prenez, je vais prendre le cas d'un restaurant, que ce soit en salle ou en cuisine, ne va pas y être. Clairement. Donc, c'est clairement ce qu'on a également déploré auprès de l'Éducation nationale et du ministère du Travail depuis novembre, où nous sollicitons, depuis novembre, et à qui on a fait plusieurs propositions de façon effectivement à ne pas pénaliser les jeunes, ce qui me paraît quand même primordial aujourd'hui. Ils ont traversé une période qui a été compliquée, qui est compliquée pour nous, donc on peut s'imaginer combien elle peut être compliquée pour ces jeunes. Et il suffit, pour nous, l'important, c'est qu'ils ne soient pas dégoûtés de nos métiers non plus, qu'ils ne soient pas non plus dégoûtés de la situation et de se dire
Qu'est-ce qu'on va faire? On ne connaît plus de stage, on ne connaît pas nos entreprises pour l'alternance. Quel va être notre futur parcours professionnel? Enfin voilà, il y a plusieurs questions qui se posent et nous nous sommes posé cette question relativement tôt. On l'avait déjà posée l'année dernière au moment des examens. Nous l'avons reposée juste au moment du second confinement en se disant qu'il y avait peut-être moyen de trouver des solutions adaptées aux jeunes, à l'entreprise et aussi aux établissements de formation, au lycée professionnel, de façon aussi à être vigilant, parce qu'on on peut pas provoquer du surtravail, du surjeune dans les établissements et que la qualité de l'éducation n'y soit plus non plus. Donc, il y avait une réflexion. Donc, nous avions effectivement proposé que les examens puissent se faire en 2 temps, notamment pour l'alternance, c'est-à-dire que passer la théorie comme on le fait chaque année en mai-juin, et puis pourquoi pas prolonger le stage qu'ils n'auront pas fait pendant leur diplôme, le prolonger de quelques mois après l'examen, de façon à avoir une validation quelque part professionnelle et avoir ces gestes professionnels qui rend aussi important le fait qu'ils soient employables derrière, directement employables. Parce qu'aujourd'hui, le souci, c'est que l'employabilité de ces jeunes ne passe pas que par les connaissances qui sont largement bien apportées par les établissements, mais c'est aussi développer les compétences professionnelles dans le cadre d'un stage et puis aussi quelque chose que l'on ne parle pas souvent, mais c'est aussi développer la qualité du jeune lui-même et c'est là qu'il se révèle. Et c'est là qu'on récupère des avions de chasse dans nos métiers aussi. Donc, voilà, l'enjeu est là et on trouve bien dommage de ne pas avoir été entendu, tout du moins. Hein. Donc, mais concernant les stages connexes, pour en avoir échangé avec plusieurs lycées du Centre Val-de-Loire, des lycées professionnels du Centre Val-de-Loire qui m'ont dit avoir mis les stages connexes en place, il y a vraiment une réflexion toute particulière à avoir sur ces stages connexes qui devraient réellement faire partie d'un bloc de compétences dans le sein des programmes des jeunes, parce que vraiment, ça leur donne une culture dont nous avons besoin dans nos entreprises. C'est-à-dire qu'on en discutait encore ce matin et on se disait que un jeune en cuisine allait faire peut-être une journée, 2 jours, 3 jours, une semaine, tous les trimestres, dans un métier connexe. On va prendre la boucherie. C'est quand même drôlement plus ludique de reconnaître les morceaux sur un bœuf, de savoir comment on le découpe, pour quelle viande il est nécessaire voilà, et puis voilà, et même pour la salle. Je prenais l'exemple d'un pavé. Un client qui mange une viande bien cuite, ne pas lui conseiller un pavé, ça va pas être terrible, quoi. Au mieux une bavette. Et pourquoi? Quelle est la différence? Eh bien, tout ça, le jeune ne l'apprendra que dans ces métiers connexes. Et je ne veux pas dire qu'il ne l'apprendra pas dans les lycées, mais c'est beaucoup plus ludique d'aller voir ça chez un boucher. Donc, il y a peut-être une réflexion à avoir là-dessus. Vous voyez, cette crise ne sera pas complètement destructrice, mais peut effectivement nous apporter quelques solutions pour améliorer les connaissances des jeunes, parce qu'on voit bien que les programmes sont lourds en information. Et que quelquefois, eh bien, il y a des choses, on prenait le plateau de fromage en salle, pour eux, c'est rédhibitoire complètement. Les vins sont rédhibitoires, mais on peut les comprendre aussi. Ce sont des choses que l'on apprend au fil du temps, au fil de notre vieillesse, et c'est aussi ça. Je pense qu'il faut vraiment prendre tout ça en considération. Vous envoyez demain un jeune en salle chez un fromager, je peux vous garantir que le plateau de fromage, ça va être sur les doigts de la main. Donc voilà, il y a des choses à apporter et je pense qu'il faut pas négliger ces apports et puis bien penser que effectivement un diplôme c'est important, mais une petite expérience professionnelle, la connaissance de l'entreprise et du monde professionnel reste pour moi quelque chose de primordial. Ce sont ces 2 facteurs. Lycée professionnel et alternance, pour nous dans l'hôtellerie-restauration, plus les stages et l'expérience professionnelle qui font l'employabilité du jeune à la sortie. D'accord.
Très bien. Ben, écoutez, moi, je vais retenir le positif parmi vos propos, avec des pistes de réflexion, notamment sur ces stages connexes et tout le bénéfice que les jeunes pourraient en tirer. Giovanni Marino, directeur délégué aux formations au lycée Jean de la Taille de Pithiviers, qui accueille en son sein une filière hôtellerie-restauration. Giovanni, on connaît les difficultés que les entreprises rencontrent en ce moment, les entreprises de la restauration, qui subissent la crise sanitaire de plein fouet. À titre d'exemple, quelles mesures avez-vous mises en place au lycée Jean de la Taille pour permettre à vos jeunes de valider leur stage tout en pratiquant les gestes professionnels? Giovanni. Bonjour à tous. Oui, je suis très attentif à tout ce qui se dit. Effectivement, nous, lycée professionnel pluritechnologique avec une filière hôtelière, dans une commune de Pithiviers que nous connaissons, et nous sommes contraints sur des difficultés qui sont différentes au niveau du territoire. Effectivement, les difficultés qu'on va rencontrer sur Pithiviers, eh bien, sur peut-être les activités annexes qui ont été ou connexes, qui ont été décrites par Madame Ferrand, très justement, d'ailleurs, sont peut-être encore plus difficiles pour nous que sur une grande métropole comme Orléans, Tours, Bourges, etc. Alors, quel signal nous avons envoyé, nous, pour nos élèves dans cette période qui a été très compliquée dans les établissements, puisqu'il a fallu à la fois songer aux enseignements professionnels, songer à maintenir la motivation, on en parlait justement, sur ces élèves d'hôtellerie qui ont été plus que les autres élèves touchés dans ce contexte, en essayant de faire très attention et en appliquant les protocoles d'hybridation. Voilà, au lycée Jean de la Taille, en tous les cas, dans un système de limitation de brassage des populations, nous avons fait des efforts pour maintenir les travaux pratiques dans l'étabbissement. Alors, ça n'a pas été une mince affaire, puisque vous savez que dans les lycées hôteliers, nous avons ce qui a été un gros problème, le travaux pratiques du soir, où nous accueillons effectivement une clientèle jusqu'à 22h, 23h. Donc, nous avons été, à cause du couvre-feu, obligés, nous avons déplacé ce TP, qui n'était pas une mince affaire, en journée, pour que les élèves puissent travailler. Nous avons maintenu dans ce système d'hybridation les heures sur plateau technique, c'est-à-dire les heures d'enseignement professionnel, pour que les élèves ne décrochent pas et maintiennent au mieux les gestes à acquérir pour leurs propres compétences. De plus, nous avons été très vigilants sur le fait de pouvoir maintenir les stages qui étaient en collectivité. Voilà, puisque nous avions des fermetures de restaurants, des fermetures dramatiques. Et nous avons, autant que faire se peut, maintenu les stages en collectivité pour que les élèves puissent travailler. Nous réfléchissons encore aujourd'hui sur cette période, cette future période qui va s'ouvrir, on l'espère tous, mois de mai, on ne sait pas trop quand, mais et sous quelles conditions. Nous réfléchissons avec les équipes de cuisine et de service à pouvoir moduler, agrandir, même au dernier moment, les périodes de stage initialement prévues pour non seulement effectivement accomplir les gestes et essayer de gratter sur ce calendrier au niveau des compétences à acquérir, comme ce qu'a souligné Dominique Donval et Sabine Ferrand, mais en plus pour prêter main forte aux restaurateurs locaux, si jamais il y avait ouverture que l'on souhaite, pour pouvoir justement apporter à notre échelle une aide conséquente. Pour maintenir cette motivation, nous avons effectivement maintenu des concours internes à l'intérieur de l'établissement, des mercredis après-midi, cuisine et salle, avec des jurys de professionnels. Je pense par exemple aux disciples d'Escoffier. Nous allons maintenir, nous allons travailler auprès du GNI le 17 mai sur Orléans. Nous allons faire une action sur Olivet pour à la fois dire que les choses ne sont pas terminées.
voilà, elles vont recommencer et nous allons donner un signe important sur la filière hôtelière. Voilà. Nous avons, et je veux saluer aussi toute la communauté éducative de l'établissement, parce que nous avions interdiction de faire entrer du public dans les restaurants d'application. Donc, ce sont les personnels eux-mêmes, toute cette période, qui ont joué le jeu de la clientèle pour que nos élèves de salle puissent continuer à œuvrer. Voilà. Et donc, il y a un effort considérable, en fait, de l'ensemble de l'établissement pour permettre justement à cette filière hôtelière de pouvoir fonctionner. Alors, il est vrai que tout ce qui était travaux, par exemple, internes, ont été maintenus. Moi, je veux saluer aussi l'accompagnement de la région Centre-Val de Loire, qui nous a dotés d'une nouvelle salle de restauration, qui va nous doter d'une nouvelle cuisine bien équipée, avec des éléments nouveaux, actuels, pour pouvoir travailler. Et donc, tous ces efforts font que l'on maintient, nous, ce signal envers la profession, envers nos élèves, en disant que les choses ne sont pas terminées, elles vont recommencer, et on maintient comme on peut les choses pour que les élèves puissent travailler dans les meilleures conditions. Ça n'a pas été simple, mais voilà, je salue tous les efforts, à la fois des équipes qui ont été tellement malléables, les profs ont été tellement malléables, ont répondu à tellement d'exigences, et nous avons tous répondu à notre petite échelle, avec nos propres possibilités, y compris financières, de pouvoir accompagner tous ces élèves. Voilà ce que je peux dire en tenant le chrono sur le lycée Jean de la Taille. Merci Giovanni. Je note encore du positif chez vous, avec une mobilisation de l'ensemble de vos personnels, des enseignants, personnel administratif, qui ont accepté, comme tu le disais Giovanni, de jouer la clientèle et de permettre aux élèves justement d'améliorer leurs gestes professionnels. Sabine Ferrand, je voudrais revenir vers vous. On est à quelques jours de la réouverture de vos établissements, on l'espère tous, ou à minima des terrasses. En termes de recrutement, comment analysez-vous la situation aujourd'hui? Êtes-vous inquiète de la formation des jeunes qui seront vos salariés de demain? Sabine. Oui. Nous sommes. Je pense que le manque de visibilité auquel on a encore à faire face, que ce soit pour nos ouvertures ou que ce soit concernant nos salariés actuels, est-ce qu'ils seront au rendez-vous quand on va reprendre? Ça, on ne peut pas le savoir encore. Quand est-ce qu'on va reprendre? Comment va se passer l'arrivée des jeunes, leur employabilité nous soucie également, même si on voit bien qu'il y a un travail de concert qui est mené par les établissements. Voilà, on ne peut pas nier le fait que le travail a été bien fait, les connaissances des jeunes a été faite normalement, est très bien faite et peut-être mieux que d'habitude parce qu'effectivement, il y avait quand même des contraintes sanitaires qui ont été énormes, mais néanmoins, le fait de ne pas avoir eu de stage ou des stages limités l'année dernière et quasi nuls cette année vont vraiment pénaliser les jeunes et nous, notre avenir, ce sont ces jeunes-là. Je veux dire, c'est clair que demain, si on doit si on doit recruter au mois de juin, on sait très bien que les demandeurs d'emploi, les saisonniers se sont tournés vers d'autres activités, donc ça va être très compliqué pour nous. Donc, si on se retourne vers ces jeunes, il faut vraiment que ces jeunes aient déjà le sens de l'entreprise, quelques connaissances, voilà, ce sont des choses que l'on n'invente pas, que l'on apprend gentiment et se dire que ces jeunes-là, c'est de l'or. Et on ne doit pas les dégoûter de nos professions. On en a trop besoin. L'avenir, c'est eux, c'est plus nous.
tous ces jeunes que vous formez, ce sont quand même nos repreneurs et nos futurs salariés. Sans eux, on n'est plus rien. Alors, une crise sanitaire, plus derrière des jeunes qui seront moyennement employables. Je veux pas être désagréable quand je dis moyennement employable. Je ne veux pas que vous compreniez que je mets en cause l'éducation nationale, les programmes de l'éducation nationale. Non, nous, à l'UMI, on revendique le fait que le jeune n'a pas eu suffisamment de stages en entreprise pour apprendre gentiment à trouver ses marques dans une entreprise, à s'adapter. L'adaptabilité dans une entreprise pour un jeune, c'est quelquefois de grosses, voilà, ce sont de gros fossés et il faut qu'on puisse nous les accompagner correctement. Alors, est-ce qu'on va, moi je me pose la question très sincèrement de savoir si on va être capable de les accompagner, si on les embauche là. Enfin, vous voyez ce manque de visibilité auquel nous avons à faire face aujourd'hui. Voilà, il y a plein de choses qui nous paraissent aujourd'hui assez compliquées à mener. Et le fait que ces jeunes, il faut qu'on nous puissions nous en occuper correctement, qu'on puisse prendre le temps. Il faut qu'on puisse prendre le temps. Et je pense qu'on parle souvent d'intégration dans les entreprises. D'un nouveau salarié, mais d'un jeune, je pense que c'est par-dessus tout le plus important parce que c'est ces premières minutes qui vont passer dans l'entreprise qui feront qu'ils resteront ou pas dans nos professions. Si je comprends bien vos propos, Sabine, c'est que la réduction des périodes de stage du fait de la crise sanitaire a un petit peu fragilisé les compétences de vos futurs salariés. Alors, ça a fragilisé déjà nos salariés en tant que tels. C'est pourquoi aujourd'hui, avec notamment le conseil, le comité régional du tourisme, on a mis en place des formations pour remettre gentiment nos salariés au travail et puis reprendre les premiers gestes, prendre une commande, accueillir le client. Vous imaginez, ça fait plus de 6 mois qu'on n'a pas travaillé et on a vraiment l'impression d'avoir oublié quelque part nos métiers. Donc, c'est aussi faire revenir nos salariés gentiment sans les brutaliser, repréparer nos établissements et préparer nos petits jeunes. Et c'est pour ça que je me dis que les avoir en stage chez nous me paraît primordial pour pouvoir correctement commencer à les former en entreprise, apprendre l'entreprise. Parce que les gestes, on parlait de gestes professionnels tout à l'heure. Les gestes professionnels, quelque part, ils en ont la notion largement avec les exercices, les pratiques en établissement. Mais les mêmes gestes professionnels dans nos établissements sont complètement différents. L'attention n'est pas la même. Bien souvent, on va prendre un jeune qui va avoir son diplôme, qui va être employable au mois de juin. Nous allons le recruter. Ce jeune-là, quand il avait 2 tables, 3 tables à s'occuper pendant les cours de pratique, en entreprise, il aura un rang. Un rang, bah déjà, ça peut être 10, 15 personnes. C'est plus du tout le même rapport qu'en établissement. C'est pas un reproche, bien loin de là. Mais voilà, donc il faut que nous, on puisse pouvoir les préparer à être réellement employables dans nos entreprises. Il y a un monde entre l'école et l'entreprise. Et c'est vrai que ces stages, c'est un parfait complément entre vous et nous au moment de l'employabilité du jeune. Très bien. Merci Sabine. Bien, on va essayer de répondre à vos interrogations et à vos craintes. Il y aurait peut-être des initiatives qui pourraient être développées. Je vais laisser Mathieu Muselet, animateur du réseau Badjon, le Centre Val-de-Loire. Mathieu Muselet, quel type d'initiative pourrait-on développer pour valoriser et rendre lisibles les compétences des apprenants auprès des entreprises, y compris dans les entreprises hôtellerie-restauration? Est-ce que vous pourriez nous parler des open badges, par exemple? Oui, bonjour, vous m'entendez? Ça va? Oui.
Bonjour, très bien. excusez-moi, vraiment je saute d'une réunion à une autre et je parlais Open Badge, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Oui, donc je suis Mathieu Muselet, moi je travaille pour la Ligue de l'enseignement, mais je ne viens pas au titre de mon mouvement là, je viens au titre d'un projet qui s'appelle Badgeons Centre Val-de-Loire, qui vise à rendre visible, lisible et actionnable, ces trois jolis mots, les compétences non formelles et informelles. Des personnes, hein, on va prendre un groupe assez large, puisqu'il peut s'agir des jeunes, il peut s'agir des personnes en transition professionnelle, il peut s'agir de l'insertion par l'activité économique. Et cet outil Open Badge que je peux présenter en quelques minutes, il faut juste que vous me donniez un peu le temps dont je dispose pour que je ne fasse pas d'impair. Parce que... bah, vous laissez 5-6 minutes au global. Hein. Au global. Bon, alors, dans ce cas-là, je vais aller direct au but sans forcément vous montrer techniquement ce que ça veut dire. Mais les Open Badges, en français, les badges numériques ouverts, c'est une trouvaille technologique et sociétale de la fondation Mozilla. Donc Mozilla, vous connaissez le navigateur, qui est inspiré du logiciel libre et qui dit il y a une part en fait de nous-mêmes qui n'est pas remis à la lumière dans un diplôme ou une certification. Et ce que l'on sait déjà, hein, voilà, c'est un lieu commun, mais l'expérience peut faire de la compétence, pas systématiquement, hein, il faut aussi la rendre réflexive, cette expérience, pour en tirer de la compétence. Mais dans certaines situations, et elles sont de plus en plus nombreuses dans notre société, parce qu'on est aussi dans une société des ruptures, des parcours et des crises, il faut doter les gens d'outils actionnables et qui soient lisibles par tous. Et on a connu des années, si vous voulez, d'expérimentation dans les organismes de formation, dans les écoles, sur des choses très intéressantes à faire. Je pense particulièrement au portfolio de compétences, mais très difficile à mobiliser quand on est en entretien d'embauche ou en entrée en formation. Et l'Open Badge se veut dans cette philosophie, mais beaucoup plus souple. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Open Badge? En fait, c'est rien du tout. C'est une image qui se transporte sur les réseaux sociaux, un site web, un morceau de papier. Mais derrière cette image, vous pouvez, c'est un Open Badge, encapsuler et reconnaître une compétence acquise dans un certain contexte. Donc, imaginons la crise qu'on vient de vivre, puisqu'on est en plein dedans, on est en train de faire des Open Badges liés à ce contexte de relance. Des jeunes se sont organisés pour faire du télétravail, s'auto-former, faire des gestes solidaires. C'est pas anodin, hein, ça nécessite quand même des valeurs de l'engagement. Que reste-t-il de tout ça quand ils reviennent sur le marché du travail? Eh bien, l'Open Badge, c'est le moment où on capitalise et on fait de la description de l'expérience et de la réflexivité de l'expérience, et on a la capacité à encapsuler quelque chose qui est attesté, parce qu'il faut se mettre au travail de qui l'atteste, hein, ça peut être nous, ça peut être des formateurs, ça peut être des accompagnateurs, donc il y a des équipes à former assez rapidement, hein, je vous rassure, ça prend 2 jours. Il y a des objets à mobiliser, c'est-à-dire sur comment on peut les mobiliser sur des CV, sur des plateformes, sur les réseaux comme LinkedIn ou d'autres que vous avez peut-être, des plateformes. Donc ça, dans le standard du badge, c'est automatique, c'est pour ça qu'il a été créé, il est interopérable. Et il faut également raconter des histoires, c'est-à-dire ne pas arriver avec un objet magique comme l'Open Badge, comme je fais là, mais dire où est-ce que ça a marché, dans quel contexte. Et depuis 2 ans, on a essayé des choses, et en particulier sur des forums de job d'été. Ça, c'est intéressant, parce que c'est des jeunes supposés sans expérience qui viennent présenter des CV. Et en fait, on s'est aperçu, en encadrant ces jeunes dans des MJC, des centres sociaux, des espaces comme ça, qu'ils avaient des expériences collectives et des expériences individuelles qui étaient intéressantes à produire lors de rencontres avec les employeurs. Et on en est au 2e forum des jobs d'été à Blois, où on a lâché les ateliers prépare ton CV, mais on a dit prépare ton badge. Hein, puisque dans notre société, on vient toujours avec un CV, mais quand vous avez 17 ans, vous mettez quoi? C'est compliqué quand même. Par contre, des badges voilà, moi j'ai travaillé sur un projet collectif autour de la cuisine, du loisir, de la culture, et il y a eu une communauté éducative des animateurs, des éducateurs, des formateurs qui attestent la compétence que j'ai eue, et je fournis des preuves de mon expérience, images vidéo, photos, etc. Ça devient un objet un peu plus sérieux. Donc on est à côté du diplôme, mais on le renforce en donnant un objet centré sur une expérience que d'autres n'ont pas vue. Donc quand on en a discuté en préfiguration avec
Alors, je ne les vois pas à l'écran, mais j'imagine qu'elles sont là, Madame Ferrand, Charlotte, Livia, etc. C'est de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas partir sur un groupe assez… Il ne faut pas avoir la folie des grandeurs, hein, c'est des groupes où on maîtrise bien à la fois des professionnels et des jeunes ou des personnes en emploi, et puis forcer l'expérimentation sur un testing et voir ce que ça donne. Et je finis là, Monsieur Neveu, c'est l'idée quand même, le badge là, il n'est pas vendu comme un objet magique, il doit être centré sur l'idée que ça renforce la confiance entre quelqu'un qui le lit, c'est-à-dire un employeur, voilà, est-ce que ça va être crédible pour lui et avec quelles conditions, et inversement, pour la personne qui est détenteur du badge, qu'il ait confiance dans ce nouvel outil de reconnaissance et que ça va lui permettre de rentrer dans des espaces intéressants. Voilà, alors j'étais avec le ministère du Travail il y a 2 minutes, là, donc je peux vous dire que l'Open Badge, quand j'ai commencé il y a 7-8 ans, voilà, ça venait des States, comme on disait. Bon, maintenant, c'est parfaitement intégré, et bon, il faut le prendre, essayer, et puis… voilà, j'ai fait très très vite, je ne suis pas rentré dans la technique, mais c'est ce que vous m'avez demandé, donc j'espère que j'étais à peu près clair. Alors, très bien, merci Mathieu. Je pense que vous avez parfaitement résumé l'esprit des Open Badges, ce que ça apporte à la fois à nos employeurs et à nos jeunes et à nos futurs salariés. Jean-Louis Sureau, président du campus d'excellence patrimoine, métiers d'art et tourisme. On vient de mettre en évidence des envies et des besoins sur notre territoire, sur la question de la transmission des compétences, de la valorisation des compétences. Quel rôle le campus pourrait-il jouer dans ce cadre, dans la mise opérationnelle, disons, des Open Badges? Alors, le campus a été constitué comme un outil à la jonction du monde professionnel et des établissements de formation. Alors, il a été créé comme un lieu d'expérimentation et d'innovation. Il doit coller avec l'actualité et en particulier dans les circonstances qui ont été rappelées par les intervenants précédents. Donc, on doit être en réaction et en proposition et en accompagnement d'un certain nombre de propositions, puisqu'on voit qu'un certain nombre d'acteurs sont déjà porteurs de propositions. Donc, la problématique donc, des stages ou des périodes de formation en milieu professionnel est une question particulièrement aiguë donc aujourd'hui, et je crois que l'accompagnement professionnel dans l'apprentissage, quand la reconnaissance des compétences doit s'élargir, et c'est-à-dire qu'on doit avoir une reconnaissance des compétences qui soit peut-être plus large, plus transversale. Alors je crois que Madame Ferrand notamment a fait un écho extrêmement convaincant des difficultés de ce secteur d'activité qui est l'hôtellerie, la restauration, et notamment donc, du fait de la fermeture des établissements. Alors, je crois que le campus, il doit être source de propositions, d'échanges, et je crois que le caractère innovant doit être le moteur même de ce dispositif. Et sur les Open Badges, y compris? Alors, sur les Open Badges, y compris, parce que là, on est sur un sujet, je crois que l'intervenant précédent a tout à fait exprimé très clairement la possibilité de faire que des périodes qui ont été des périodes d'apprentissage. Tout à l'heure, Sabine Ferrand, je l'ai noté, a utilisé une expression que j'ai trouvée tout à fait heureuse, trouver ses marques dans une entreprise ou dans une structure quelconque. C'est-à-dire que hors du champ de l'éducation, et là aussi, c'est pas dans les établissements scolaires, c'est pas une critique à l'égard, bien sûr, de l'éducation nationale, ça serait évidemment bien malvenu, mais un certain nombre de jeunes ont eu des expériences dans la vie associative, dans un certain nombre, ou des jobs d'été, ou des jobs d'étudiants, et que tous ces éléments-là sont des facteurs d'épanouissement professionnel et d'adaptabilité dans un milieu professionnel. Donc, au moment où on cherche à, évidemment, faire en sorte que ces périodes professionnelles qui vont être intégrées dans l'acquisition d'un diplôme, eh bien, je crois qu'il faut avoir un spectre un peu plus large
que ceux que nous avions jusqu'à présent. Et je crois que c'est vraiment l'idée des Open Badges. Je trouve que c'est un outil qui est tout à fait souple et intéressant. Je reviens vers nos autres intervenants, Dominique, Giovanni, Sabine. Pour vous, les Open Badges, qu'en pensez-vous? Quelles sont vos propositions, vos réflexions par rapport aux Open Badges et à la description qu'en a faite Mathieu Muselet? Sabine? Alors, écoutez, moi je suis convaincue concernant le bienfait des Open Badges, effectivement. Pourquoi? Parce qu'on parle toujours, et M. Muselier l'a bien exprimé, le fait de formaliser un CV et de ne pas formaliser les choses. Et je pense qu'on a besoin vraiment de ces deux choses-là pour faire. Pourquoi? Je vous parlais tout à l'heure des qualités, la qualité de la personne, la qualité du jeune que l'on va avoir face à nous. Et bien souvent, ce sont des choses que l'on tisse tranquillement, en le côtoyant. Et ce sont des choses que personne ne peut se rendre compte, hormis le petit stage de 2 jours par ici, 3 jours par là, du travail d'été, peut-être de l'expérience du stage. Et tout ça, ça apporte, c'est vraiment le petit apport en plus. Et le fait, effectivement, que l'entreprise puisse venir valider la compétence ou la qualité que le jeune a acquis pendant ce stage ou cette petite expérience professionnelle me paraît primordial. Et je pense que c'est bien souvent, le jeune ne peut pas le voir. Il n'y a que nous, entreprises ou structures d'accueil, qui puissions le mettre en avant. Et je dirais que la richesse, c'est que ce soit un professionnel ou la structure d'accueil qui accueille le jeune, qui le formalise. Parce que c'est quelque chose de très informel et c'est important pour le jeune qu'on le formalise et ça le fait avancer. Et de là, on arrive à déclencher des compétences professionnelles et je pense que c'est le rôle aussi de l'entreprise et du stage du coup. Et du stage. Jean-Louis, vous vouliez intervenir? Juste un mot en complément de mon propos tout à l'heure, parce que je pense que l'open badge aussi, c'est un moyen d'agir tout de suite. Hein. Donc, il y a une réactivité qui est très importante. Et dans le spectre assez large donc, du campus, donc patrimoine, métiers d'art et tourisme, je crois qu'il y a il y a 2 pôles, si vous voulez, de regroupement des professions ou des métiers. Il y a un pôle qui réunit à la fois l'hôtellerie, la restauration et le tourisme. Hein, c'est cette notion un peu d'art de vivre, donc d'hospitalité. Et puis un deuxième pôle qui est plutôt sur les savoir-faire. Mais je pense que le premier pôle peut être un pôle d'expérimentation de dispositifs tout à fait intéressant. Dominique? Oui, moi, je suis convaincu par ces open badges parce que ça permet de mettre en avant ce qui est un peu, enfin, comme disait le collègue, un peu invisible sur un CV. Il y a une zone sombre quelque part qu'on n'arrive pas à valoriser, à mettre en avant chez chaque jeune. Et donc, c'est un outil pour avoir pratiqué un tout petit peu cet outil-là. C'est un outil précieux qui peut être très, très intéressant pour valoriser certaines compétences de nos jeunes. Moi, je prends par exemple ma fille qui vient de faire son SNU. Donc, pour l'instant, sur son CV, elle marque juste SNU. Mais alors que si derrière, il y avait un open badge qui racontait l'histoire, tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a fait dans le cadre des missions qu'elle a menées dans le cadre de ce SNU, ben, ça valoriserait son parcours et tout ce qu'elle a fait. Un autre exemple, là, je travaille actuellement avec un groupe industriel, donc c'est dans d'autres métiers, c'est sur la filière industrielle en chaudronnerie. Je travaille avec un groupe industriel pour délivrer un permis sécurité. Et donc, derrière, on se dit, bah, pourquoi pas un open badge sur la sécurité qui mettrait en avant, sous condition que les élèves aient validé un parcours de formation sur la sécurité à un niveau plus élevé que ce qui est demandé dans le référentiel de formation. À ce moment-là, on pourrait délivrer un open badge et donc ça favoriserait l'insertion des jeunes derrière. Donc, oui, tout à fait favorable à ce déploiement-là. Giovanni?
Oui, tout à fait. C'est évidemment qu'une très très bonne idée. Tout ça, l'essentiel a été dit hein, par Dominique. Mais effectivement, c'est ce qui me fait penser, vous savez, lorsqu'on rédige un CV, vous savez, sur le bas, on met un petit peu nos qualités, on essaye de trouver 2-3 petites choses qui vont peut-être retenir l'attention du futur employeur, etc. Et effectivement, nous sommes en face à deux publics. Un public de jeunes qui ont conscience de ces qualités à mettre en avant, et puis aussi des jeunes aussi qui n'ont pas forcément la réflexion de se dire mais qu'est-ce que je sais faire à côté de la structure de formation, effectivement, qu'est-ce que je peux mettre en avant. Et donc, d'institutionnaliser, en quelque sorte, hein, de légiférer sur cette question de qualité et de compétences annexes, connexes à une activité professionnelle, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en avant chez les élèves. Et c'est ce qui est aussi, c'est ce qui peut faire valoir un goût d'adaptation ou d'adaptabilité à des métiers qui évoluent sans cesse en fin de compte. Et puis, Monsieur Muselet, je crois, disait qu'effectivement, ça arrivait des States, mais effectivement, on a une connotation anglo-saxonne d'une nouvelle ère, d'un nouveau type de recrutement, j'allais dire, hein, qui sont plus basés sur la compétence et on sait comment ça fonctionne. Bien. Alors, bien, pas bien, mieux, pas mieux, c'est pas la question, ce sont des réflexions. Voilà ce que je voulais dire sur la question. Et il me semble, sauf erreur de ma part, que sur les BTS, sur les examens de BTS, cette question de la qualité extraordinaire ou singulière d'un étudiant va arriver sur les examens en plus de points d'une manière facultative, hein, où les étudiants vont pouvoir mettre en avant ce qu'ils font dans la vie. Je suis pompier, je suis gérant d'une association, j'ai travaillé 2 mois l'été dans telle structure. Voilà, moi je suis parti faire mon stage à l'étranger. Voilà ce qu'ils peuvent mettre en avant. Et je crois que c'est très très important sur une manière de légiférer des examens, de voir aussi la grandeur, la maturité de nos élèves et de nos étudiants entre lorsqu'ils avaient 14-15 ans quand on les a reçus et puis lorsqu'ils quittent le système, de voir un petit peu comment ils ont évolué également, y compris dans leur propre personne. Dominique ? Juste pour compléter les propos de Giovanni, bon, il y a beaucoup d'universités qui se lancent aussi dans le déploiement des open badges. Et autrement, au niveau de la voie professionnelle aussi, puisqu'on a parlé de compétences comportementales, de soft skills et compagnie, il y a un nouveau dispositif mis en œuvre actuellement en CAP et en Bac Pro qui s'appelle le chef-d'œuvre, où justement ça va permettre de développer ces fameuses compétences qui sont recherchées aussi sur le marché du travail. Donc, il y a déjà des éléments possibles pour déployer ça. Mathieu, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce qui vient de se dire sur les open badges ? Écoutez, je ne m'attendais pas à une audience si acquise. Non, je pense que c'est très intéressant parce que il y a, si vous voulez, je trouve mes mots pour vraiment être précis. C'est en même temps, les open badges, c'est une forme très nouvelle de reconnaissance. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de surdemander, de surproduire du référentiel. J'allais dire, l'école fait déjà ça très bien. Il ne faut rien changer. Il faut la faire évoluer tranquillement, mais je veux dire, c'est le métier de l'enseignement, ce que je veux dire, et de la formation. Ce que le badge peut capter avec des équipes, c'est tout ce qui est complémentaire. Et comme vous l'avez dit, Monsieur Marino, c'est vraiment cet aspect enrichi de la personne. Et y rajouter des normes de confiance, moi j'appelle, c'est-à-dire il faut produire de la confiance. Pour qu'une connexion fonctionne à un moment donné entre une personne et une autre dans un cadre un peu dissymétrique, c'est-à-dire l'employeur et l'employé, le formateur le formé, et donc forcément toute la belle aventure de l'emploi et la belle aventure de formation commence d'abord par une peur en fait. Et donc ce badge doit plutôt renforcer et abaisser la peur et la crainte, mais de tous côtés.
Hier, on discutait avec Madame Ferrand de la crainte de tomber sur le mauvais cheval, de se planter. Ben oui, c'est le problème de l'employeur. Et de la même façon, c'est de l'autre de ne pas réussir. Donc le badge doit se positionner dans ce gain de confiance. Et ce faisant, on n'est pas en train de surproduire du référentiel, mais plutôt de gagner là. Voilà. Là, je vois que Serge Ravet, qui est un peu l'initiateur des badges en France, nous suit en visio là aujourd'hui. Il est président de l'association Reconnaître qu'on a cofondée. Il y a Rémi Toisier du J-Precia, il y a tout ça. On travaille sur. Il y a Christophe Delamarre, on travaille sur ça. C'est-à-dire sur des badges adaptés à vos situations. Le reste, ça serait un peu l'outil magique et le surréférencement. Voilà, c'est l'unique intervention que je voulais avoir en complément. Merci Mathieu. Parmi nos intervenants, quelqu'un veut-il ajouter quelque chose avant qu'on échange peut-être avec le public, avec nos auditeurs, notre auditoire? Sabine, oui. Oui, je voulais revenir sur l'Open Badge vraiment en expliquant que je pense que c'est vraiment complémentaire à la formation, à l'expérience professionnelle et que ça fait vraiment un super pont, vous voyez, un lien qui me semble vraiment, c'est un outil, c'est un super outil et je pense qu'il faut vraiment se pencher sur cette question. Deuxième chose, vous savez, quand on est en période de recrutement, qu'est-ce qu'on attend? Des CV, des lettres de motivation. Tous les CV se ressemblent, toutes les lettres de motivation se ressemblent. Pour un recruteur, et on le disait tout à l'heure, moi, quand j'ai un CV dans les mains, je regarde la formation, les diplômes, certes, parfait. Les expériences, s'il y en a, bien sûr, mais bien souvent, qu'est-ce que je cherche? Ce que je veux, c'est gratter la personne pour voir ce qu'il y a derrière, ses qualités. Il y a des compétences professionnelles, mais il y a des qualités. Et ces qualités, elles sont bien souvent informelles et on ne sait pas les écrire. Et ça, il n'y a que nous, en période de stage, en période d'événements associatifs. Et c'est là la richesse de la personne que l'on va recruter. Elle est là parce que bien souvent, ce sont des compétences qui sont, on va dire, hors prix pour nos entreprises. Merci Sabine. Vous avez parfaitement résumé l'intérêt pour les employeurs et surtout pour votre filière des Open Badges. Pas d'autres interventions parmi nos intervenants, nos invités? Giovanni? Oui, je voulais juste rebondir là-dessus. Je crois qu'il ne faut pas oublier quelque chose. C'est que nos élèves sont jeunes. Et que ce que l'on attend, nous, avec notre regard d'adulte, dans un monde où on attend finalement beaucoup de choses tout de suite, maintenant, et ça ne vient pas en contradiction avec ce que disait Madame Ferrand, pas du tout. Hein. Mais je crois qu'il faut, je pense, laisser un peu de temps au temps. Et le fait justement de donner un coup de pouce avec cet Open Badge pour ouvrir les yeux de nos mômes, de nos élèves, pour leur dire, regarde ce que tu sais faire à côté, qu'est-ce que tu as fait. Je pense que de les aider à se regarder, je pense que c'est une très belle initiative. Voilà. Et je pense que d'attendre ça d'eux-mêmes d'une manière réflexe, moi, je me souviens quand j'avais 15 ans, 16, 17, je ne sais pas, hein, mais je crois que je ne l'aurais pas fait de mon propre chef. Donc, je pense que cette initiative, je pense que c'est une très belle initiative. Très bien. Merci Giovanni. Charlotte, je crois que tu voulais intervenir. Peut-être pour lancer les débats et faire la transition par rapport à ça, et Giovanni Marino justement m'a donné l'occasion d'évoquer cette question-là en préparant le webinaire avec Lilia Valtroni. Je suis allée voir des articles sur Internet et en fait, ce qui m'a frappé, c'était ces interviews de jeunes qui craignaient que leur formation n'ait plus aucune valeur, qui étaient littéralement désorientés. Ce mot de désorientation, on le voit beaucoup en ce moment. En fait, il y a une sorte de perte de confiance. Et je pense effectivement que de travailler sur l'Open Badge, de travailler sur ces compétences dites informelles ou même formelles,
c'est aussi un moyen de leur redonner cette confiance-là. Voilà, l'estime de soi. Je vois qu'il commence à y avoir des commentaires dans le chat. On va pouvoir effectivement, je pense, en débattre avec le public. Mais cette question de la confiance en soi, et à mon avis, est un enjeu clé de cette sortie de crise. En tout cas, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Voilà, et oui, effectivement, ces jeunes, il faut aussi, je pense, se positionner du côté de ces jeunes, essayer de se mettre à leur place. Et c'est cette perte de sens-là sur laquelle, il me semble, il va nous falloir travailler pendant les prochains mois, voire les prochaines années, parce qu'ils sont, comme l'a dit si bien Sabine, ils sont aussi l'avenir des entreprises et de notre société. Et si eux-mêmes n'ont pas confiance en eux, voilà, il faut que nous, on ait confiance en eux, peut-être pour que eux puissent par la suite retrouver une forme d'estime. Laurent, s'il n'y a pas d'autres remarques, on peut peut-être donner la parole. Il y a Jean-Luc, on peut lui donner la parole, il l'avait demandé. On va pouvoir donner à Jean-Luc, et puis ensuite, je vois qu'il y a des commentaires dans le chat. Voilà, Jean-Luc, je te laisse te présenter, et puis quand tu veux, c'est à toi. Jean-Luc, nous entend pas? Non. Il peut utiliser le chat pour formuler sa question. Oui. Je vais lui donner le son. Excusez-moi, je vais rétablir le son. Voilà. Monsieur Lapère, vous pouvez parler normalement. Jean-Luc, c'est à toi. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc Jean-Luc Lapère, donc en charge des filières hôtellerie et restauration sur l'Académie. Mais merci pour ce webinaire, donc ce énième, et donc sur, je dirais, un élément qui est vraiment porteur, puisque c'est sur l'avenir de nos jeunes, de cette belle filière métier. Donc alors, un premier point. Sur la mobilité, il y a aussi un point qu'il faut peut-être mettre en exergue. Je crois que, sur le lycée Jean de la Taille, on a un exemple, ou sur d'autres également. Je vois, on a aussi quelques collègues d'EDF présents aujourd'hui. C'est les projets de mobilité à l'étranger qui ont été quelque peu freinés. Et on sait qu'aussi, c'est une réelle plus-value pour ces jeunes dans, je dirais, la construction de leur CV. Et on a eu par le passé de beaux exemples pour je dirais, l'insertion professionnelle de ces jeunes, puisqu'on sait que les langues, c'est vraiment aussi une priorité, et que les projets Erasmus qui ont été peut-être mis, je dirais, en veille en ce moment, sont aussi, je dirais, des éléments qui vont permettre de la construction de CV et qui vont permettre d'avoir des compétences en langue. Donc ça aussi, c'est un point, je crois qu'il ne faut pas oublier, qui est absolument aussi incontournable et qui sera aussi un des points à travailler dans le futur et qui permettra aussi à ces jeunes d'avoir des maîtrises en langue nécessaires, me semble-t-il. Autre point, je crois aussi qu'il faut que l'on garde aussi en filigrane, me semble-t-il, c'est des actions qui, malgré tout, ont été, je dirais, faites dans les différents établissements. Giovanni Marino en a parlé tout à l'heure, mais il est vrai qu'on a eu quand même cette année, dans l'ensemble des territoires, une réelle implication de l'ensemble des établissements pour accueillir l'entreprise dans, je dirais, sur les plateaux avec, je dirais, différents partenaires, de la petite à la moyenne entreprise jusqu'aux étoilés, qui a permis aussi, je dirais, de faire valoir cette filière métier et sur les établissements les plus éloignés. Pour en revenir donc à la problématique du jour et sur ces open badges, bien évidemment, donc là, si on peut avoir, je dirais, sur un CV tel que je fais le lien par rapport à mon premier point qui était lié au CV qui était sur la mobilité avec l'Erasmus+, donc et avec ces Europass, on est tout à fait en adéquation avec ça. Sur un CV, lorsqu'on a les Europass, donc validés sur des périodes de formation à l'étranger, et bien si on a en plus un open badge sur, je dirais, une certification, une complémentarité sur, je dirais, certaines compétences en entreprise sur le territoire, eh bien, on aura une certification et une complémentarité double, compétences en langue, compétences professionnelles, et donc là, on aura, je dirais, pour nos jeunes, eh bien, ça sera facilitateur pour, je dirais, leur implication et leur intégration à l'entreprise. Voilà ce que je souhaitais souligner au travers de ces échanges riches, et vous en remercie. Merci. Sabine, qui avait levé la main. Vous souhaitiez intervenir?
J'aurais voulu, j'étais en train d'écrire à Sylvia qui posait une question et je pense que Mathieu, il faudrait que vous repreniez la question de Sylvia en lui expliquant effectivement que les badges ne sont pas détenus par les professionnels, mais bel et bien par le jeune et en fait, peut-être expliquer comment ça fonctionne tout simplement. Oui, alors, je vais reprendre la question. Vous avez lu la question, Mathieu? Oui. Oui. J'ai lu la question, j'attendais de savoir si c'était moi qui répondais, mais c'est avec plaisir. Oui, effectivement, j'avais un peu suspendu ce côté technique. Les open badges se créent à partir d'une organisation, c'est-à-dire un employeur, un campus, une école, etc. C'est là qu'on va produire un badge et on va dire, voilà, peu importe la manière dont on le produit, on peut le produire avec le public, on peut le produire entre équipes pédagogiques, toute la liberté existe, c'est très très souple, mais c'est là que le badge va être créé. Mais par contre, ça c'est très très intéressant dans l'open badge, une fois qu'il est créé, soit vous l'envoyez directement à la personne, soit la personne le demande. Ça se passe entre plateformes, mais on appuie sur un bouton, c'est un mail, c'est très simple. Et une fois obtenu, il est centré sur la personne, c'est la propriété de la personne. Et ce n'est jamais la propriété de l'établissement. C'est-à-dire, ce qui paraît normal, c'est-à-dire que si on vous renvoyez une compétence à quelqu'un, c'est bien sa compétence, c'est pas la vôtre. Donc l'objet qui est restitué, il garde, il est là. Alors, si vous le souhaitez, moi je peux mettre l'adresse dans le chat là, du projet Badge on Centre Val-de-Loire, et puis vous trouverez les ressources, et puis ça vous permet tranquillement, avec une petite vidéo et puis un petit tuto, de rentrer un petit peu dans la tambouille pour voir comment c'est fait. Mais ce que je veux dire quand même, il faut pas sous-estimer le travail de mobilisation des équipes qui vont se mettre là-dedans. C'est-à-dire qu'un open badge, c'est pas moi, Charlotte, Madame Ferrand, une de meilleures, qui allons taper votre écosystème de badge, on va l'envoyer dans la région et hop, le problème de l'emploi est résolu. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'on est obligé de travailler avec les professionnels et les formateurs, quelques-uns, échantillons, des gens volontaires, évidemment, d'imaginer ce système-là, de le mettre à l'usage rapidement avec des publics, et si ça fonctionne, en général on le voit de façon assez rapide, hop, de le massifier un petit peu, de le déployer. Mais ça nécessite de passer par des étapes quand même de formation, d'acculturation, voilà, qui prennent 2-3 jours. Pour vous donner un parallèle, et j'arrêterai là, quand on a formé les équipes de l'Université de Tours en 2018 avec les collègues, on a fait une formation de 2 jours et demi. Mélangés, certains profs, certains conseillers d'orientation et d'insertion, certains chargés de l'engagement étudiant, et on a testé ça auprès de 60 étudiants, d'ailleurs Charlotte en sait quelque chose, auprès de 60 étudiants, et ça a donné lieu à 18 badges qui sont encore disponibles si vous tapez Open Badge et Université de Tours, qui peuvent être demandés par les étudiants. Et la grande nouvelle, c'est que 3 ans après, ils continuent à être demandés parce qu'ils ont été plutôt bien faits et coproduits par les étudiants et les profs et l'équipe qu'on avait accompagnée. Simplement, comme c'est centré sur le bénéficiaire, il l'enrichit de ses propres preuves. C'est-à-dire l'expérience de Charlotte il y a 5 ans ou 3 ans, ce n'est pas celle de l'étudiant d'aujourd'hui, etc. Donc c'est un outil, vous voyez, où il y a un petit peu d'ingénierie à faire au départ, et une fois que c'est lancé, les choses vivent de façon plus souple, quoi. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais le mieux, c'est que je mette dans le chat le site de la référence au projet. Là, et je précise que la région Centre nous aide quand même, j'oublie, sur fonds FEDER et sur fonds propres. Mais si je ne dis pas ça, c'est pas... Mais non, je le dis parce que c'est un compagnonnage assez long et ça mérite d'être cité. Voilà, justement, puisque Mathieu parlait de la région, on a une question de Nathalie Chotard, conseil régional. Comment les stages connexes pourraient-ils être reconnus dans la validation du diplôme? Giovanni, peut-être? Ou Dominique? Oui, n'importe. Là, il faut regarder le contenu du stage. Donc, si c'est en lien avec le référentiel du diplôme, il n'y a pas de souci. Ça va participer à la validation d'une partie d'une épreuve, très, très probablement. Donc, voilà, il n'y a pas de souci. En revanche, si c'est hors référentiel, c'est peut-être là l'intérêt de l'open badge. Oui, si je peux me permettre, oui, tout à fait. Donc là, on avait soulevé la question
lorsqu'on a dû ouvrir hein, donc, les PFMP aux lieux connexes. Alors, il faut savoir que sur le territoire, hein, donc, les lieux connexes, ils ne sont pas accessibles à tous. Hein, c'est-à-dire que quand on dit lieu connexe, c'est le boucher, c'est le fromager, etc. Donc, certains établissements sur les territoires les plus isolés n'avaient pas cette possibilité-là. Hein, donc, on était vraiment devant une difficulté. Donc, l'inspection générale, donc, qui avait été saisie un petit peu de cette problématique en hôtellerie-restauration, la réponse qu'elle avait formulée, hein, donc, c'était de dire bon, voilà, le jeune construit son CV, hein, donc c'est un petit peu la réponse par rapport à ça, mais au regard des compétences diplômes, il y a quand même des lieux qui sont vraiment du moins spécifiés dans les référentiels diplômes et que voilà, on ne peut pas aller au-delà, du moins pour ce qui est de l'hôtellerie-restauration. Hein, donc la réponse était de dire, donc bon, voilà, on peut accueillir, mais il faut pouvoir faire tourner le jeune sur, ça peut être une semaine, sur je dirais, un fromager, ça peut être après chez un caviste, ça peut être chez un boucher, mais on sait que nous, sur notre territoire, ça a quand même été une problématique, hein, puisque dans certains territoires, on est obligé d'être dans la phase 3, c'est-à-dire évaluation sur les plateaux techniques, au regard des PFMP qui n'ont pas été... alors, ça reste à la marge, hein, mais les territoires les plus isolés, comme au fin fond du 28, comme... je dirais, donc à Saint-Amand et Montron, on ne peut pas le citer aussi dans le 18, c'est voire sur certains lieux au fin fond du 36, on a aussi cette problématique-là. Donc voilà. Donc la seule validation possible, c'est au regard du CV, puisque ce n'est pas dans le référentiel identifié. Donc l'open badge peut être une solution. D'autres questions, d'autres interventions peut-être? Sabine, je vois que vous avez la main levée. Ah bah décidément, je la baisse. J'étais en train d'écouter et je pensais à quelque chose, c'est que je pense qu'il va falloir sensibiliser tous les artisans, tous les professionnels, les commerçants sur le fait de ces stages connexes. Ça me paraît aussi essentiel que les chambres du commerce et les chambres des métiers développent aussi cette réflexion et commencent tout doucement à propager la bonne parole, on va dire, de façon à ce que vraiment ça rentre aussi dans les mœurs chez les professionnels, de façon à ce qu'on ouvre au maximum effectivement les entreprises pour quelques heures, pour quelques jours seulement, mais qu'il puisse y avoir des interactions, qui puissent développer la culture chez les jeunes, parce que c'est vraiment une culture, mais une culture ludique et importante, et on sait combien le système ludique aujourd'hui est important et du coup assez bien fait derrière. Merci Sabine. Mathieu Muselet a posté dans le chat deux liens vers le site de l'association Reconnaître, Open Badge Info, et celui plus particulier à la région Centre-Val de Loire, badgeonlecentrevaldeloire.fr. Donc vous avez les deux liens dans le chat. D'autres questions, d'autres intervenants? Quelqu'un veut-il ajouter quelque chose parmi le public, parmi l'auditoire? Non, pas de questions. Un complément, Dominique, Giovanni, Sabine, Jean-Louis, Mathieu, vous voulez ajouter quelque chose? Giovanni. Bon, sur les activités connexes à un baccalauréat professionnel ou à un CAP, de ma position de directeur délégué aux formations de l'établissement, il faut vraiment qu'il y ait un cadrage dessus, et Jean-Luc Lapère l'a très justement rappelé, ainsi que Dominique Donval. Effectivement, nous sommes liés à des référentiels de diplôme, et c'est très compliqué de sortir d'un cadre de diplôme, à la fois parce que sur un stage, effectivement, on a des activités multiples et variées qui sont au cœur de la formation, qui sont préprogrammées, j'allais dire. Et puis parce que
la question que je me pose, hein, lorsqu'un élève rentre dans un bac pro cuisine ou dans un bac pro CSR, eh bien, peut-être qu'il a choisi uniquement la cuisine ou la commercialisation et services en restauration. Et peut-être que son envie d'aller voir, je ne sais pas, je caricature, hein, une cave à vin, une boucherie, c'est peut-être pas ce qu'il avait envisagé. Donc, effectivement, là, on a ces discussions parce qu'on traverse une crise terrible. Mais moi, de ma position, il faut que je sois aussi très prudent parce que ce que j'autorise dans le domaine de l'hôtellerie, il faudrait que j'autorise un petit peu ces parcours, un petit peu ces chemins de traverse sur des filières industrielles, etc. Et là, je me retrouve véritablement, moi, hors champ filière. Donc, c'est une question vraiment qui mérite, j'allais dire, beaucoup de discussions et un cadrage vraiment qui viennent d'en haut. Voilà. Merci Giovanni. Il y a une question dans le chat. Je vais rebondir oui. Sur les propos de Giovanni pour compléter ses propos. Il y a des dispositifs dans les nouvelles organisations mises en œuvre au niveau des CAP et des bac pro qui pourraient peut-être permettre l'organisation de ces immersions ou de stages connexes. On va voir comment les intituler et surtout en fonction de la durée. Il y a deux dispositifs qui me semblent intéressants à investir. J'en ai parlé tout à l'heure, les élèves ont tous un chef-d'œuvre à réaliser en cours de leur formation. Et donc, sur ce parcours de chef-d'œuvre, sur ce projet qu'ils ont réalisé sur les 2 années, on pourrait très bien imaginer des petites immersions. Alors, si on reprend l'exemple de l'hôtellerie-restauration, en boucherie, en cave, etc., en fonction du chef-d'œuvre que le jeune voudra présenter à la fin de son diplôme. Donc, on pourrait imaginer comme ça ponctuellement des immersions, des visites, comme ça. Et sinon aussi, dans la nouvelle organisation, aussi, il y a des temps qui sont dédiés à tout ce qui est l'accompagnement du jeune à l'orientation, à l'insertion professionnelle. Donc, il y a là aussi des temps que l'on peut investir pour justement voir tout ce qui est en périphérie du cœur de métier et qui est écrit dans le référentiel. Donc, c'est peut-être des pistes aussi à creuser. Merci. On avait une question de Nathalie Chotard, conseil régional, sur la prochaine étape pour la mise en place des open badges, filière hôtellerie-restauration, bien sûr. Qui souhaite répondre? Je me lance peut-être dans cette réponse. Justement, l'idée, c'est de repartir, je pense, de l'échange de ce webinaire, finalement, avec un intérêt fort pour réfléchir sur ces open badges et essayer d'engager une initiative à court terme sur ces filières hôtellerie-restauration. Donc, il y a un travail qui va être engagé, auquel voilà, les acteurs, déjà, j'invite les intervenants à rejoindre cette réflexion, parce que, comme Mathieu l'a répété, on a besoin aussi de différents acteurs qui vont contribuer à faire émerger cette réflexion. Et l'idée, les temps sont courts, hein, mais notre ambition serait de pouvoir effectivement engager cette expérimentation, on va dire, durant cet été. Temporalité, elle reste à être précisée, mais l'idée, c'est d'engager une première réunion de travail, pour construire finalement un open badge, plusieurs, en fait, acter aussi quelle voie entreprendre assez rapidement, idéalement durant le mois de mai, début juin, pouvoir avoir déjà ce premier échange avec les acteurs qui souhaiteraient rejoindre finalement cette initiative qui arrive aussi en réponse d'un contexte qui est assez particulier et inédit. Donc, vous êtes les bienvenus, aussi les participants qui souhaiteraient travailler à se manifester auprès de Charlotte et de moi-même. Jean-Luc, je vois que tu as levé la main, tu voulais intervenir. Donc, oui, juste pour faire un lien sur une autre famille des métiers qui est les métiers de l'alimentation, où nous avons depuis cette année une seconde famille des métiers où on a travaillé justement sur cette polycompétence et cette ouverture. Donc, c'est-à-dire qu'en seconde, les jeunes vont travailler sur
dans la grande et moyenne distribution, même s'ils se destinent vers un bac pro boulanger-pâtissier, eh bien, ils sont allés en seconde, donc dans des ateliers de boucherie, dans des ateliers de poissonnerie, dans des ateliers, je dirais, qui sont liés à la boulangerie-pâtisserie aussi. Donc, ce qu'ils voulaient, au regard de cela, sur cette polycompétence et de cet apport métier, ça leur a permis aussi d'avoir des compétences transversales et de se confirmer, je dirais, soit sur les métiers de la boulangerie-pâtisserie. Bon, nous, on n'a qu'un bac pro boucher sur notre territoire, on n'a pas de poissonnier, mais ça aurait pu aussi, je dirais, construire le parcours, parce que comme on le disait tout à l'heure, et je crois que c'était M. Marino, lorsqu'on est des jeunes qui arrivent en seconde ou autre, on n'a pas, je dirais, une confirmation par rapport à un choix d'orientation, et on doit se le confirmer. Donc, là aussi, donc on voit aussi notre évolution, nos évolutions, nos référentiels, qui sont aussi, je dirais, en évolution par rapport à cette évolution métier, puisque des métiers de la boulangerie-pâtisserie, par exemple, ce n'est pas uniquement des artisans, c'est aussi peut-être aussi la grande et moyenne distribution qui contribue à ces métiers-là. Donc voilà, donc il y a aussi des évolutions et des pistes, hein, on parlait de métiers connexes, des lieux connexes, et donc aussi nos référentiels aussi s'ouvrent également sur ces objets-là et sur ces lieux d'accueil de ces jeunes. Il faut l'entendre aussi. Merci Jean-Luc. D'autres interventions? Quelqu'un souhaite apporter un complément, tant auprès de nos intervenants qu'auprès de l'auditoire, du public? Pas de questions. Je vais laisser... Oui, j'ai un intervenant, Monsieur Imbert. Monsieur Imbert, activez votre... Voilà, on vous entend. Oui, donc effectivement, je rebondissais un petit peu sur ce que j'entendais concernant à la fois les badges et à la fois les stages un petit peu connexes. C'est vrai qu'au travers du chef-d'œuvre, on a quand même une opportunité effectivement de pouvoir peut-être allier les deux. La difficulté qu'on risque de rencontrer, et je pose la question de manière un peu générale, c'est sur ces heures de chef-d'œuvre qui vont être de l'ordre de 2 heures ou 3 heures en fonction des niveaux de classe, de pouvoir emmener tout ou partie de la classe vers des métiers un petit peu connexes, boucher, charcutier ou autre, me semble pour le coup intéressant mais compliqué. Est-ce qu'on peut imaginer aussi faire venir les intervenants et malgré tout quand même valider certaines compétences qui deviendraient des badges, on va dire, HR. Alors, je ne sais pas si je suis très clair, mais j'essaie de faire un mix un petit peu de ce que je pense. Voilà, donc la question est posée. Est-ce que ça ne poserait pas de problématique, effectivement, je dirais de structurer des badges identifiés HR, donc vraiment, voilà, poissonnier, boucher, charcutier, boulanger, par exemple, hein, dans un premier temps, et justement de les solliciter au travers de la région et au travers de l'académie pour plutôt venir à l'intérieur des lycées plutôt que d'externaliser. Voilà, en tout cas, c'est une réflexion. Je suis professeur de cuisine, je ne me suis pas présenté, mais c'est une réflexion pratique parce que je pense que voilà, ça me semble assez logique, plus logique que peut-être de le mettre en place comme ça, plutôt comme le disait M. Marino, de faire partir les élèves en stage sur des périodes, alors qu'on sait que voilà, ça peut être la porte ouverte à d'autres dérives pour d'autres disciplines. Je vais laisser Mathieu répondre peut-être à cette question qui est de savoir si l'intervention de professionnels dans vos établissements, dans les classes, pourrait donner lieu à la délivrance d'un open badge. Mathieu? Alors, j'allais dire que, de façon un peu tranchée, c'est que ce n'est pas notre projet. Bien sûr que c'est possible. Et j'allais dire que là on s'adresse plus peut-être au réseau Canopé, avec qui on est partenaire, qui a déjà une longue expertise sur les badges. Et pour moi, tout ce qui se passe dans l'enceinte scolaire n'est pas notre objet. Parce que si on le faisait, on serait d'abord, on ne serait pas légitime à badger les compétences dures, j'allais dire, c'est-à-dire celles que vous jugez nécessaires. Donc, dans de la mise en relation, dans de l'information générale sur les badges, je crois avoir compris quelques petites choses, M. Imbert, pardonnez-moi, comme ça, hein, donc je ne suis pas très sûr de moi en répondant, mais je pense qu'une information générale sur la manière de badger des compétences à l'interne ne relève pas de badgeons le centre. En tout cas,
sauf dans la mise en relation, la prise de connaissances, etc. Ça, aucun souci, parce que ça participe à l'acculturation d'une technologie et puis d'une nouvelle façon de reconnaître. Nous, on est plutôt pertinent, si vous voulez, dans la jonction, c'est-à-dire tout ce qui est un petit peu à la jonction, le stage, l'expérience informelle, la mise en relation des professionnels et des personnes badgées, etc. Et c'est là où on porte nos efforts et où la région nous a demandé d'intervenir. C'est-à-dire, une fois que les choses sont produites, de les mettre en usage. Donc, si on avait quelque chose à faire avec vous, mais on attendait, sous un peu l'autorité de la Madame Ferrand puis de Livia, un peu vos réactions, j'allais dire le degré d'engagement ou d'intérêt, quoi. Nous, on a des équipes qui sont prêtes, mais plutôt des équipes de consultants, alors très engagés dans le badge et dans la philosophie qu'on a exprimée, mais pour intervenir auprès des équipes pour constituer justement ces badges pertinents dans des situations pertinentes. Alors, je ne vous cache pas, et là, vous ne m'avez pas posé la question, mais je vous fais la réponse, que les délais sont des délais de fou. Mais on est tous comme ça en ce moment. C'est-à-dire que travailler sur un projet de validation de compétences en même temps de suivre les usages, etc., à 45 jours, bon, chacun ses problèmes, mais c'en est un. Donc, ça veut dire que si on veut être très, très efficace, il faut vraiment travailler sur une cohorte précise, un métier précis, une situation précise, etc. et pousser le truc pour que ça fonctionne. Voilà. Et je ne botte pas complètement en touche, Monsieur Imbert, je vais réfléchir à votre question quand même. Hein. Vous avez vu où est notre projet, mais je ne botte pas complètement en touche, je vais réfléchir quand même. Merci Mathieu. Sabine, vous voulez intervenir? Oui. Oui, alors moi, ma position va être un petit peu tranchée par rapport à ce que M. Imbert vient de proposer. Clairement, on cherche des compétences et des qualités. Si on n'enlève pas le jeune de son milieu scolaire, on n'aura pas du tout le même résultat. Il est important de les transporter hors de l'établissement scolaire. L'expérience, justement, elle est là. Elle est là pour les apprendre à faire une démarche via une entreprise, à commencer à s'insérer, vous voyez ce que je veux dire, à s'identifier à une entreprise, à prendre possession d'une place dans une entreprise. C'est aussi les amener vers le monde de l'entreprise. Si vous faites venir l'entreprise au lycée, ça n'a pas du tout les mêmes valeurs et ce ne sera pas ressenti du tout pareil. Je vois mal le boucher arriver avec son bœuf sur le dos au lycée, clairement. Par contre, le jeune qui va aller voir une journée ou une demi-journée ou 2 jours ou 3 jours chez un boucher et qui va voir le quart de bœuf posé sur la table à découpe, et puis là, voilà, c'est plus du tout la même chose. Il faut voir ça aussi, je pense. Dominique? Non, Dominique, non. Tu n'as pas de micro, voilà. Avec le micro, c'est toujours mieux. Voilà. Donc, je voulais rebondir là concernant le chef-d'œuvre et du coup le fait de faire venir l'entreprise dans l'école plutôt que le jeune en entreprise. Il y a peut-être la possibilité de réfléchir autrement le déroulé du chef-d'œuvre sur toute l'année et de prévoir des temps forts, éventuellement des demi-journées ou des journées qui seront dédiés à des visites, des choses comme ça. Donc, si c'est anticipé et programmé dans l'année, on doit pouvoir l'organiser en concertation avec le directeur délégué aux formations, notamment, pour planifier ça et organiser une visite, une immersion. Si on reprend l'exemple du boucher, ça doit être envisageable dans ce cadre-là, quand même. Mais en anticipant l'organisation pour l'année à venir. Jean-Luc? Oui, donc, alors bon, après ça peut être, bon, comme disait Dominique, bon, ça peut être les deux, hein, donc on sait que donc durant cette temporalité et ces difficultés de cette année passée, bon voilà, on a essayé les établissements ont essayé de travailler avec leurs partenaires, de les faire venir dans l'établissement justement. Bon, alors après évidemment, dès que l'on pourra et qu'on peut aller, je dirais, s'imprégner du monde de l'entreprise, c'est à mieux. Mais parfois, bon voilà, donc on a aussi cette expérience-là qui a tout son sens, donc en filigrane sur une année, je dirais sur un public CAP, voire sur des baccalauréats, surtout en première année, puisque parfois on sait que la période de formation, elle est un petit peu éloignée, d'avoir ce lien et de l'entreprise qui vient
qui peut venir sur les plateaux, c'est intéressant. Mais évidemment, on sait que ça n'enlève pas le geste professionnel et d'aller s'imprégner du monde de l'entreprise, hein, ça c'est clair. Mais bon, parfois aussi, je parlais de certaines familles métiers aujourd'hui, surtout en seconde, lorsqu'on fait venir, je dirais, parfois un boucher sur une activité traiteur qui va venir expliciter, parce qu'on ne peut pas envoyer tout le monde à un moment, ça peut être intéressant. Mais il est vrai que aller s'imprégner du monde de l'entreprise, ça a tout son sens, bien évidemment. Monsieur Lapeyre, vous avez raison, mais c'est des choses qui sont déjà faites dans les établissements, parce qu'on voit bien que les établissements, bien souvent, des professionnels viennent intervenir, et ça, c'est vraiment très bien. Mais le complément est là. Le badge, c'est vraiment pour ressortir la petite expérience et la qualité du jeune. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Merci. D'autres questions? Je vérifie le chat. Y a-t-il un coût pour mettre en œuvre cette démarche pour un établissement? Mathieu, peut-être? Alors, j'ai toujours du mal à répondre parce que moi, j'ai toujours une logique de connexion. Donc, pour moi, c'est jamais une approche d'établissement, c'est toujours une approche de projet dans lequel il y a plusieurs personnes. Mais si vous me posez la question de l'interne à l'établissement, parce que c'est aussi le badge, vous savez, a fait un petit peu, a posé problème à l'éducation nationale ces derniers temps. Il y a à la fois dans des collèges et des lycées pro et le monde de l'éducation agricole, ça fonctionne très bien en équipe pédagogique, hein, sur des projets, on badge les élèves, même les profs, etc. Et puis, à un moment donné, il y a eu des postures plutôt de l'institution pour dire bah, on va organiser un système de badge et on va le donner aux autres, c'est-à-dire quelque chose de plus descendant. Et là, il y a eu une petite opposition qu'on peut toujours entendre, et je pense que c'est bon de le dire dans ces espaces-là, c'est-à-dire que les badges ne soient pas utilisés pour détricoter des métiers ou des diplômes. Voilà, ça, il ne faut pas. Et nous, on s'érige en faux contre ça. Donc, c'est pour ça qu'on ne gadgetise jamais le badge comme une espèce de gamification d'un diplôme intéressant. On est bien sur ce que vient de dire Mme Ferrand, c'est-à-dire allons voir comment on peut repérer la qualité, la posture, la valeur, l'aptitude et la compétence extérieure à l'enseignement. Voilà. Et c'est là où on renforce en fait l'enseignement, c'est parce qu'on enrichit. Donc, effectivement, il y a des... encore une fois, je suis désolé, je vais botter en touche, mais je vous renvoie un peu sur mes amis de Canopé, du réseau Canopé. Je peux mettre dans le chat d'ailleurs le mail de Stani Bonnemey qui s'occupe de ça à Canopé, parce qu'eux, ils ont une organisation au sein des établissements qui est quasiment, enfin, je pense que c'est gratuit, enfin, c'est un service intégré à l'éducation nationale. Mais encore une fois, moi, ce n'est pas complètement mon sujet. Mon sujet, c'est les situations de crise ou pas de crise dans lesquelles on utilise un outil qui renforce une situation de confiance pour que la personne qui sort d'un établissement puisse avoir une chance supplémentaire de passer un nouveau cap. Voilà. C'est plutôt ça notre sujet. Merci Mathieu. D'autres interventions, d'autres remarques? Sinon, je propose que chacun des intervenants nous dise un petit mot pour clôturer, parce qu'on arrive, je crois, au terme de ce webinaire, de ce Zoom sur. Donc, Dominique? Bon, ben, je tiens à remercier tous les intervenants, parce que c'était très, très riche d'échanges et très intéressant. Donc, ça ouvre des perspectives, des réflexions à venir, où le campus a justement toute sa place pour mettre en musique tout ça. Donc, un grand merci à vous. Après, concernant l'insertion des jeunes, pour reprendre ce que Giovanni avait dit tout à l'heure, on a tous été jeunes à un moment ou à un autre, et est-ce qu'on était employable dès le lendemain? Je ne sais pas. Et bon, faut se donner un peu de temps aussi pour pouvoir s'insérer. Comme disait Charlotte aussi, faut être à l'écoute des jeunes, leur faire confiance, et on devrait y arriver ensemble, je pense. Merci Dominique. Sabine Ferrand? Un mot de clôture, Sabine?
Eh bien, moi, je trouve qu'on a bien échangé et que ça permet d'apporter quand même beaucoup de réflexion et de se dire que peut-être que cet outil, ces stages connexes, moi, je vois ça plutôt très positif et peut-être qu'on va pouvoir faire changer les choses. Peut-être apporter une pierre à l'édifice, changer un petit peu des petites choses. Je veux dire, c'est vraiment des petites virgules à apporter, mais qui peuvent avoir un sens à l'arrivée. C'est que du pragmatisme, tout ce dont on vient de parler, échanger, c'est que du pragmatisme. C'est quand même des choses qui sont finalement relativement simples par rapport à des choses qui sont hyper compliquées. Et ça peut vraiment aider. C'est concret. Voilà. Merci Sabine. Giovanni? Alors, en premier, effectivement, merci à tous les intervenants et également les gens qui sont un petit peu dans le public, les personnes qui sont dans le public pour ce webinaire hein, avec tous ces échanges qui sont très instructifs. À l'issue et puis à la réflexion de ce que j'ai entendu pendant plus d'une heure et demie, bon, je me pose la question. Moi qui ai 30 ans maintenant de boutique, hein, est-ce que nous ne sommes pas à l'aube d'une nouvelle ère de formation finalement? Comment on voit notre formation pour demain? Je me pose véritablement la question. Hein, puisque moi j'ai connu des transformations, effectivement, j'ai connu la transformation du bac pro 2P, bac pro, avec le bac pro 3 ans, ça avait bouleversé des habitudes, ça avait donné lieu à beaucoup d'échanges. Mais je regarde finalement un petit peu aussi le changement de notre société aussi. Et je me dis qu'aujourd'hui, les choses évoluent tellement vite. Qu'est-ce qu'on demande finalement à une personne aujourd'hui? Est-ce que c'est d'être un véritable professionnel, quelqu'un qui est pointu sur un domaine ou quelqu'un qui est en capacité de s'adapter à des changements? Je n'ai pas la réponse, mais j'observe que dans les transformations des autres bacs pro qui sont également chez nous, hein, sur Jean de la Taille, effectivement, je me pose la question. Je me pose la question sur ce que sera la formation pour demain. Alors, Sabine Ferrand, finalement, développe des arguments sur un petit peu là, un petit peu en boucherie, un petit peu ici. Pourquoi pas? Peut-être qu'il faudra redéfinir ce que l'on attend peut-être d'un cuisinier pour demain. Peut-être qu'il faudra qu'on redéfinisse ce que l'on attend d'un serveur, je le dis comme ça, hein, pour demain. Et effectivement, voilà, j'ai vu évoluer les métiers, d'autres métiers, les métiers de l'automobile, hein, où, allez, on caricature, mais on intervient maintenant très peu avec ses mains. Hein, on est sur des balises, on est sur des diagnostics, on est sur de l'automatisation, de la numérisation de la mécanique. Voilà, je pense qu'on est plus là à se poser la question de quel virage on va prendre pour demain. Et effectivement, ces échanges sont très riches en matière. Voilà, merci à vous tous. Merci Giovanni. Mathieu, un mot de clôture? Ah pardon, dis donc, que d'honneur. Écoutez, merci. Non, un mot de clôture pour Badjon, le Centre Val-de-Loire. Alors, Badjon Centre Val-de-Loire est un projet formidable et grâce à vous, il va continuer de s'amplifier parce que on a une logique d'archipel. C'est-à-dire que pour avancer sur la transition dont parlait Giovanni, il faut essayer, il faut y aller. Et des fois, les situations de crise, c'est pas mal finalement. Hein, parce que ça nous oblige un peu à accélérer, à tester des choses. Expérimenter. Donc, on est disponible pour vous, évidemment. Voilà. Merci Mathieu. Jean-Louis Sureau, président du campus PatMat, pour la clôture au niveau des intervenants. Surtout un remerciement à tous ceux qui ont participé, qui ont apporté donc, des informations qui, je pense, ont été enrichissantes pour tout le monde et vous contribuez comme tel, si vous voulez, à donner de la consistance à ce campus, c'est ce que nous souhaitons tous. Et donc, merci, et puis merci bien sûr à Livia et Charlotte d'avoir organisé ça très bien. Merci à tous.